C'est pour frapper fort. En dehors de la qualif, donc du assez facile de Toulouse contre Rodez sur ce quart de finale de Coupe de France, il y a eu beaucoup d'événements sur l'extra sportif, sur l'accès au match tout simplement, l'accès au stadium. Avant match très compliqué déjà dans les transports et sur la route avec plusieurs accidents sur le périphérique, ce qui a déjà retardé une première fois les personnes qui voulaient se rendre au stade. Encore une fois, mettre des matchs à 18h45, c'est toujours un problème. Et on a eu donc plusieurs témoignages sur les accès. Donc Camille qui s'en était plaint sur Twitter, qui a fait un petit résumé. En gros, il est arrivé de mémoire par l'autre accès au stadium. Il y a eu déjà un temps de fouille très excessif, puis il commençait à entendre les buts qui commençaient à s'enchaîner. Donc à ce moment-là, il y a la sécurité qui a commencé à laisser passer. Au moment d'arriver au portique, son abonnement n'a pas fonctionné. Après avoir montré qu'il était bien abonné, téléphone à la main, ils l'ont envoyé sur l'autre entrée. Donc le temps de faire le tour, il a pu entendre d'autres buts. Là-bas, c'est une fois qu'il arrive à cette entrée-là, là, pas de souci, il a pu passer, arriver au stadium, arriver au virage. Le virage à porte 7 est fermé. Alors, il a montré qu'il était abonné porte 7. Ils lui ont dit non, vous rentrez pas porte 7, il y a trop de monde, vous passez par notre porte. Où il a pu passer sans trop de soucis. Mais résultat des courses, il est arrivé un peu plus de demi-heure de jeu. Il a dû louper les 4 premiers buts. Je sais même pas s'il a pas vu louper le 5e aussi. Non, les 4 premiers buts, il a loupé les rentrées à la 25e. D'accord. Donc on peut vous dire qu'il était très amer sur cette expérience-là. Il y a eu pas mal... Pour lui, il n'y a eu que 2 encore au match. Il y a eu pas mal de couacs, mais du coup, je vais me tourner vers toi, Alex. Déjà, comment ça se passe on va dire, sur un match classique pour les Indians pour accéder au stadium? Pour arriver combien de temps en avance? Vous avez combien de fouilles? Comment ça se passe? Nous, ça dépend. Après, on essaie quand même d'arriver assez tôt avec tout ce qu'on a à préparer en virage. Du coup, on passe la première fouille qui est... nous, on rentre tout le temps à l'entrée qui est au niveau du rond-point des Troènes. On passe la première fouille où il y a la sécurité, puis des fois une équipe de la CIR qui regarde ça en général de loin. Ensuite, on arrive porte 7, qui est notre porte, où là, pareil, on fait fouiller notre matériel et nous, on subit une fouille des stadiers. Et donc là, sur TFC Rodez, on a eu droit à de la grande cire, comme on a souvent eu droit à Toulouse, mais encore à un niveau supérieur. C'est-à-dire que dès la première entrée, on a eu des membres du groupe qui ont été pris à part pour une fouille bien poussée. Donc, palpation des parties génitales, on enlève les chaussures sont un peu malmenées. Bon, il y a aussi les intimidations qui vont avec, mais on va dire que maintenant, on a l'habitude avec la cire. Et après, le pire, ça a vraiment été la seconde fouille où on se retrouve au niveau de la porte 7. On pose ce qu'on fait d'habitude, on pose notre matériel, puis après on ressort pour nous être fouillés. Au moment où on ressort, on voit la cire avec des Robocop de la police qui se mettent en place dans la porte 7, qui verrouillent la porte 7. Il y avait même un policier qui tenait une arme automatique à l'entrée de la porte. Hein. Ah oui, c'est grave quand même. Ah oui, donc bon, là on se pose la question, on dit si ça part en couille, on va se faire rafaler. Enfin, on se pose des questions, même à ce moment-là, on se demande qu'est-ce qu'on fait en fait? Est-ce qu'on rentre dans le stade? La question s'est posée. Donc on finit par se décider par aller passer la fouille. Et là, encore une fois, c'est quasiment tous les membres du groupe qui ont droit à des fouilles. Bon, déjà la première fouille des stadiers, puis après une seconde fouille de la part de la police où là, ils ne pouvaient pas plus fouiller que ça. Hein. L'étape suivante, c'était nous déshabiller entièrement. Il y en a même qui avaient leurs chaussures, on leur demandait d'enlever les semelles malgré qu'elles étaient collées. Enfin, il y en a, on leur demandait en fait de bouger leurs chaussures, quoi. Et donc certains, entre le premier guichet et la porte, ont même subi 4 fouilles, ceux qui ont été mis à part les 2 fois. Voilà. Et derrière, c'est quelque chose après qu'on a vu avec les témoignages qu'il y avait sur les réseaux sociaux, sur Twitter notamment, où en fait l'excès de zèle il a continué avec tout le monde. On va dire que nous, en tant qu'ultra, c'est malheureux, mais on est préparé à subir ça, à subir ces pressions de la part de la CIR, de la part des forces de l'ordre. C'est habituel, c'est ce qu'il voilà. veut dire. Et voilà, on est habitué
Mais à ce point-là, c'est déjà arrivé. Mais à ce point-là, C'est même inédit, à la hein. grande époque de Jeff Soukas, où ça se passait mal avec le club et tout était fait pour nous pourrir la vie, on n'a jamais eu quelque chose d'aussi poussé à l'entrée du stadium. Vraiment, les rares fois où on a pu connaître ça, c'est sur certains déplacements. Et encore, il n'y avait pas autant de fouilles successives. Est-ce qu'il y avait, à ta connaissance ou dans les échanges qu'il y a pu avoir, une raison particulière pour que ce match-là soit autant contrôlé? Parce que c'était pas le premier guichet fermé de la saison. Il y avait qu'est-ce qui pouvait justifier ce genre de... Moi, je sais que j'ai appris que certains plaisantins avaient caché un peu de pyrotechnie dans les toilettes avant TFC Marseille. On m'a dit que ça avait aussi été le cas avant TFC Rodez. Mais bon, maintenant, on voit quand même que même ces fouilles-là ont pas empêché certains d'utiliser des fumigènes. Donc bon, faut aussi que le club se pose la question de savoir et s'ils veulent se positionner ou non sur ce qui se passe et sur le traitement qui est infligé à la supporter. Quand des pères de famille viennent nous témoigner que leurs enfants qui sont ados, pareil, on leur fait enlever les chaussures, on les fouille, on leur tâte les parties génitales, que les supporters ils sont accueillis avec un policier qui a une arme automatique à l'entrée de la tribune. C'est quoi le message qui est envoyé, quoi? Et maintenant, il faudrait que le club se positionne et défende ses supporters aussi. Sachant que, pour apporter quelques précisions, là, sur les fouilles diligentées par la police, le club n'a pas son mot à dire. C'est la préfecture qui prend la décision et qui impose les choses. Le club aurait pu demander à ce que ça ne soit pas fait, etc. Mais il n'y a pas de garantie que ce soit suivi, puisque les effectifs de police et les ordres aux effectifs de police émanent directement de la préfecture, et le club ne peut gérer que ses stadiers là-dessus. Voilà. Au-delà de ça, c'est vraiment le dispositif de police qui avait été mis même sur le pont, tout ça. C'est impressionnant. Ouais, ça faisait longtemps que j'avais pas vu ça, donc je me suis demandé, voilà. C'est la chaud, raison, hein, la raison pour laquelle. Rodez, ouais, c'est ça. Tu te dis, j'ai l'impression qu'au Marseille, il y avait peut-être moins de, enfin, pas moins, mais j'ai l'impression. Après, il y a eu des gros couacs niveau sécuritaire contre Marseille. Enfin, tu penses qu'ils ont rattrapé le coup, justement? Il y a eu un gros bordel sur le parvis. Peut-être que certains se sont fait tirer les oreilles, donc ils se sont dit, là, on va mettre la double dose sur Rodez. D'accord. Et bon, derrière, ça nous menace. Le message que tu envoies et l'image que tu envoies aussi, je sais pas. C'est particulier, quoi. Sur un guichet fermé, il y a forcément des gens qui sont pas habitués à venir au stadium, qui sont peut-être là pour une des rares fois dans la saison, qui tombent sur ça donne peut-être pas envie de revenir. Hein. Ouais, ça refroidit un peu, ouais. Parce que, oui, comme tu disais, c'est pas que les Indians qui ont eu le droit à cette fouille, c'est vraiment toutes les personnes qui sont passées par la porte 7 en particulier, mais même sur tout le virage. J'ai le témoignage de Fred qui nous regarde, qui nous envoie. Donc, pour ma part, au pied des escaliers, porte 7, ça a été toi avec l'écharpe Indians à temps là, se déchausser, retourner les chaussures, tout sortir des poches, chien renifleur, tout ça après 3 palpations. Et j'avais oublié le chien dans la porte aussi. Chien, arme automatique, on était bien. Ça fait quand même beaucoup. Sachant qu'on va préciser aussi, on a ce soir proposé au club de venir réagir justement pour pas être uniquement à charge et qu'ils puissent venir se défendre, et que pour eux il n'y avait rien, donc il n'y avait pas de nécessité de venir ce soir pour en parler. Voilà. Au niveau puisqu'on parle du club, est-ce que vous avez eu un retour de la part du club? Est-ce qu'il y a un travail qui est fait en amont de ces matchs-là, que ce soit avec la préfecture, les forces de police, la sécurité? Il y a un travail qui est fait, mais le problème c'est qu'à ces réunions-là, on oublie de convier les supporters. D'accord. Donc vous n'avez pas pu, sur ce match-là, vous n'avez pas pu... Tous les matchs, en fait. Tous les matchs sont préparés pour organiser la venue des supporters, pour organiser un stadium rempli de supporters, mais on n'invite jamais un interlocuteur qui est là pour représenter les supporters. Et donc ça complique un peu les choses. On voyait, au-delà de ça, Camille le faisait remarquer, on a l'impression qu'à chaque fois qu'il y a un guichet fermé, il y a une sensation que ça déborde, en fait, qu'il y a un problème de gestion du flux. Contre Paris, ça avait été le cas aussi, parce que c'est le seul guichet fermé qu'on fait cette année dans Paris, je crois. Il y a eu... Marseille, non, c'était pas guichet fermé. Non, c'était pas guichet fermé à Marseille. Mais il y a aussi des soucis d'accès sur le monde. C'était toi, Maxence, tu nous disais que... tu me disais à la voiture, pardon, tu as l'impression que le stade était vide, en fait. Alors, un moment. C'est vrai que pour vous raconter mon anecdote, moi j'ai pris mes places en balcon pour Rodez, et bon, j'étais avec une vue très très haute, et au moment du coup d'envoi, c'est vrai que je me suis dit punaise, il y a vraiment un guichet fermé, et j'ai un pote à moi qui m'a tapé l'épaule et qui m'a dit de se retourner. J'ai tourné la tête, et c'est vrai qu'en fait j'ai pu voir 2000 à 3000 personnes qui étaient encore bloquées au guichet.
Et c'est là que je me suis dit, ok, il y a le guichet Ouais, on fermé. voyait bien que c'était pas plein au Voilà, moment du coup d'envoi. Hein. C'est un juste que le problème reste est de bloqué, gestion parce qu'en fait, comme merci la programmation de ces matchs, un match à 18h45 mercredi, voilà, plus les problèmes de circulation qu'il y a pu y avoir, en fait, tout le monde est arrivé à la dernière minute puisque tout le monde bosse quasiment et on est incapable de gérer un afflux de supporters à un instant T. En fait, on ne sait pas faire. Sur ce que tu disais, Alex, qui était assez important, à un moment tu te demandais si limite vous alliez rentrer dans le virage. C'est vraiment un frein pour le groupe de supporters, tout ce dispositif-là. Ça, À un moment, sur quand on l'installation. voit un dispositif où il y a une ligne qui est remplie soit de cire, soit de Robocop, qu'il y a un policier avec une arme automatique, qu'il y a le chien qui nous attend, Tu te dis, est-ce que je suis à ma place, quoi. on se dit, les supporters à la base. on va à la voilà, guerre là pour, ou c'est comment? Voilà, forcément, c'est pas hyper rassurant. Moi, je me sens pas en sécurité quand je vois ça. Mais écoute, on va rebondir sur un témoignage qui va pas non plus aller dans un sens très positif. C'est toi, Valentin, qui a vécu un moment, on peut dire traumatisant quand même. C'est Moins sympathique, ouais. ouais, très sympathique. Du coup, comment ça s'est passé? Parce que pour laisser t'exprimer, mais dans les grandes lignes, tu t'es retrouvé donc embarqué en garde à vue, tu as passé 16 heures, un peu comme dans les films, quoi. Ouais, en fait, exactement. Je viens au départ pour le match. Tout simplement, alors après toutes les fouilles, toutes les palpations, comme on a parlé juste avant, à la 25e ou 24e minute exactement, je vois le 4-0. Et au 4-0, en fait, je me fais sortir par la sécurité, qui me sort du stade, qui de là m'amène ils me sortent de l'enseigne du stade des Gradins. Je pars après au camion. Ils me menottent. Ils attendent une voiture de police qui m'amène donc au poste derrière. Durant ce laps de temps, moi, je faisais que dire que j'avais rien fait et que je ne savais pas pourquoi j'étais là, quoi. Et à aucun moment, ils ont parlé de mes droits ou quoi que ce soit. D'accord. Et voilà, donc après, arrivé au poste, ils me font souffler. J'avais bu des bières avant au parking, donc Voyou. voilà. Du coup, pas de droit pendant 6 heures. Et après, ils m'ont entendu du coup qu'à midi ou 13h le lendemain. Donc voilà, il était 19h, je crois 19h30 quand je suis. Donc 19h quand j'ai quitté le stade, 19h05, je suis arrivé au poste à 19h30. Donc ça a commencé ça à 19h30 à peu près. Excusez-moi, et je crois qu'on a une coupure de micro, je sais pas. Donc oui, donc 19h30 t'arrives au poste et le lendemain t'es sorti à 13h je dirais. D'accord, ouais, donc t'as passé À la peu nuit. Ah ouais, complètement. Et mais du coup, seul, aucune aide extérieure, Non, à du tout. toi-même, Ils ont prévenu juste ma compagne à 2h ou 3h du matin. Parce que du coup, comme j'avais bu positif, alors sans savoir mon taux d'alcoolémie aussi, parce que j'avais vraiment bu que 2 bières. Oui. Donc c'est ça qui était ridicule. Ici à Paris Stadium, t'es à 0, hein, concrètement. Hein. Voilà. Après, j'ai eu la chance d'avoir 4 buts, quoi. C'est un point positif. T'as vu Voilà. plus de buts que Et Camille. Alors voilà. Et c'est drôle, il rentre à la 25e, tu sors à la 25e. Est-ce que c'est une Juste pour coïncidence précision, c'est bien la sécurité du club qui t'a pris qui t'a fait sortir. Voilà, la sécurité du club qui m'a mis la main sur l'épaule, donc j'étais au niveau des marches, hein. Donc ils m'ont amené dans les marches. Ouais, en bas de la porte 6. D'accord. Je rentre porte 7 et après je me mets en bas de la porte 6. Porte 6, voilà, c'est donc la sécurité qui me sort des marches et c'est la cire qui m'a contrôlé en bas de la porte 6 du coup. Sur un témoignage, du coup, t'as eu. Comment, pardon? Sur un témoignage, t'as été. Ah non, là c'est en fait ils m'ont tout simplement dit tu viens avec nous, il faut qu'on te parle. D'accord. Et ils ne m'ont pas parlé et pas dit ce que je faisais là. Et Ok. sur l'euphorie du 4e but, on s'est tous un petit peu dans l'euphorie du but, quoi. On s'est tous sauté dessus. Je me suis dit viens de me casser les couilles pour avoir bougé un petit peu. Enfin voilà, je savais même pas pourquoi honnêtement. Donc et puis ils ne m'ont rien dit. Jusqu'à arriver au poste, vraiment, je ne savais pas. C'est réellement à 2h du matin que j'ai su qu'ils m'avaient fait que le motif était allumer un fumigène dans une enceinte sportive. Oui, ça paraît quand même irréel de passer autant de temps sans savoir, et surtout de partir sans menotter. Me noter, Tout c'est ça, ça, c'est une toute la escalade, en chaîne. fait. Parce que c'est incroyable, ça m'était jamais arrivé. Hein. De même faire de la garde à vue ou quoi que ce soit, donc c'est quand même choquant. Et puis après derrière, je suis revenu à Clermont, je me suis dit, à tout moment je repars à la 35e, à la 40e pour rien, quoi, encore. T'as réussi quand même à passer le cap et revenir. Oui, parce que le TEF j'aime ça, quoi, donc Ouais. obligatoire, mais bon, pénible. Ouais. Pénible, ça même pour être une fête et au final ça passe en... Oui, ça gâche tout. ça gâche tout complètement, Ouais. quoi. Est-ce que aujourd'hui tu es complètement sorti d'affaires?
tu vas être rappelé pour quelque chose ou là c'est fini? Non, du tout. A priori, il n'y aurait aucune preuve contre moi, il n'y aurait rien, aucune vidéo, aucune photo, parce que alors j'aurais été pris a priori après avec ce que les agents m'ont dit, que ce serait une vidéo ou une photo où ils m'auraient vu allumer un fumigène. Et quand il y a eu après des demandes auprès du TFC ou de la sécurité ou je sais pas, rien n'a été envoyé, quoi. T'as dû contacter un avocat suite à ça? Ouais, 2h ou 3h du matin, j'ai dit que du coup je voulais prendre un avocat, parce que je me suis dit quand même, je suis là, je sais pas comment je vais sortir alors que j'ai rien fait. Ils disent c'est toi, mais non, c'est pas moi. Donc voilà, avocat, donc après tout ce qui s'ensuit, jusqu'au petit matin. Oui, parce qu'encore une fois, c'est vraiment comme dans les films, quoi. Quand t'es pas pris, qui ici n'a rien fait, il y a un avocat déjà de pris un numéro, enfin c'est irréel, quoi. Ça paraît juste incroyable. Et tout ça pour alors que j'allais voir une quart de finale de Coupe de France, quoi. Moi j'ai ça, mais c'est l'expérience. Et, on a développé un petit livret qu'on commence à faire tourner, à mettre à disposition des supporters, justement avec la DIST, un petit livret de la garde à vue avec toutes les informations importantes si jamais vous vous retrouvez en garde à vue, parce que on va pas se mentir, hein, ça arrive plus souvent qu'à ton tour. Alex est au courant aussi, c'est pas le premier cas d'une personne qui se retrouve en garde à vue. Encore toi, t'as pas eu trop de coups de pression, mais avec parfois des coups de pression pour dire qui a allumé des fumigènes, qui a donné des fumigènes à des gens qui n'étaient même pas au courant et qui n'ont jamais touché un fumigène de leur vie, quoi. Tout ça pour des dangereux fumigènes. Ouais. Sachant qu'on va préciser ce que je voulais préciser tout à l'heure et qui m'est sorti de la tête et qui revient là quand Alex intervenait, fumigènes qui à Toulouse n'ont fait aucun blessé, sont utilisés uniquement dans un cadre festif, ne finissent pas sur le terrain, et où ça fait des années qu'on se bat avec le club pour expliquer que le plus dangereux quand il y a des fumigènes en tribune, c'est les tentatives d'intervention de la sécurité, parce que ils rentrent en mode bourrin en faisant n'importe quoi, qu'à ce moment-là les gens ont peur et ont tendance à jeter les fumigènes un peu n'importe comment, et c'est à ce moment-là qu'il y a du danger. Si au moment où il y a un fumigène qui est craqué, la sécu se dit tant pis, on a été battu, bien joué, et laisse la personne qui l'a l'utiliser jusqu'à ce que le fumigène s'éteigne, il n'y a aucun risque et aucun problème. Puis encore une fois, il y a eu beaucoup d'actions avec des fumigènes. Oui, comme tu dis, il n'y a jamais eu de problème, c'est même plutôt bien fait. Il y avait eu l'an dernier une expérimentation avec la Ligue, si je ne dis pas de bêtises. Contre Grenoble, et ça, il y a eu des retours positifs. Donc c'est assez absurde. Est-ce qu'aujourd'hui tu envisages de porter plainte pour le principe ou pour un quelconque dédommagement ou juste passer à autre chose et voilà? Alors en soi là aujourd'hui non, j'ai pas porté plainte ou quoi que ce soit. Puis après je saurais même pas à qui au final. On est en attente du retour des conseils de l'avocat pour savoir si ça vaut le coup, parce que si ça sert à rien et que ça ne peut aboutir à rien, il n'y a aucun intérêt en fait à enclencher une procédure qui va coûter de l'argent pour rien. Donc c'est pour ça que c'est important aussi de recevoir Valentin pour qu'il en parle et pour exposer les choses, pour que les gens soient au courant de ce qui se passe. Et je pense que c'est le foin médiatique et le bruit fait autour de ces affaires qui peut justement mobiliser l'opinion publique et tous les supporters du TFC, parce que c'est particulièrement scandaleux de voir ça, sachant que match en semaine, j'imagine que ça t'a créé quelques problèmes au niveau du boulot, etc. Oui, exactement. Ouais. Pour l'organisation déjà pour venir, et puis le lendemain j'avais un magasin à ouvrir, donc j'ai la chance d'avoir un collègue qui était au match, donc qui a pu être au courant, mais sinon c'est compliqué. Ouais. Écoute, après l'excuse je peux pas, j'ai garde à vue, c'est quand même classe à sortir une fois dans sa vie quand même. Ouais, mais c'est pénible. Ouais. Écoute, merci beaucoup en tout cas d'avoir témoigné, d'avoir voulu venir ici, d'en avoir parlé. T'as beaucoup tu verras si tu revois l'émission sur le Facebook Live ou sur Twitch, t'as beaucoup de soutien, des gens qui cool. ne comprennent absolument pas que quelque chose comme ça puisse arriver, mais surtout qui te soutiennent et encore une fois, on a besoin des supporters, et c'est pas avec des actions comme ça qu'on va les avoir. Alors, on devrait avoir normalement Maître Pierre Barthélémy avec nous en ligne par téléphone. Est-ce Bonsoir. Que Pierre, tu nous entends? Bonsoir. Merci d'être avec nous, merci d'avoir pris le temps d'être avec nous. Est-ce que déjà tu peux te présenter, nous raconter ton rapport au football aussi, au supporterisme? Oui, bonsoir à tous. Donc, je suis historiquement un supporter du PSG et dans ce cadre, notamment à l'époque du plan Le Prou, qui a été à peu près concomitant avec le moment où je suis devenu avocat,
j'étais très choqué par ce plan complètement discriminatoire. Autant il fallait faire le ménage, autant on n'était pas là pour définitivement tuer le mouvement ultra à Paris. Donc à ce moment-là, j'ai utilisé le fait d'être avocat et de pouvoir donner un coup de main à la DGIS à l'époque pour combattre toute la partie discriminatoire et disproportionnée de ce dispositif. Et petit à petit, j'en suis venu à donner des coups de main à des associations de supporters à travers toute la France. Justement, avec les récits que tu viens d'entendre, donc des fouilles abusives, de plus en plus l'intimidation, les chaussures enlevées, là, carrément la garde à vue non justifiée. Est-ce que cela est malheureusement habituel ou c'est vraiment un cas unique que ça aille jusque-là ? Alors c'est pas unique, mais c'est pas non plus habituel au sens où, par rapport aux millions de personnes, je crois que c'est 13 millions de personnes qui ressortent dans un stade de Ligue 1 ou Ligue 2 par saison, c'est des cas assez réduits. Mais c'est pas parce que ça concerne que quelques dizaines de cas dans l'année que c'est pas gravissime et que c'est acceptable. Donc il faut pas en tirer des conclusions généralisantes, mais on peut effectivement s'inquiéter que ça arrive, et on voit, enfin c'est pas le cas à Toulouse, mais on voit que ça arrive parfois dans des clubs où il y a des désaccords structurels entre les groupes de supporters et la direction, et que bizarrement dans ces cas-là, il y a une multiplication de ces comportements de contrôle de la part de stadiers ou de policiers à l'entrée de la tribune des groupes de supporters organisés. Que dit la loi justement concernant les accès au stade et à la fouille ou plusieurs parce que là du coup on voit qu'il y a plusieurs types de fouilles, il y a palpation classique, et là on va jusqu'au reniflage, jusqu'à limite déshabiller les supporters. Qu'est-ce qui est autorisé, qu'est-ce qui l'est pas? Et est-ce que tout le monde, le simple stadier peut le faire, ou il faut que ce soit quelqu'un de particulier? Alors le stadier, il a simplement le droit de procéder à des palpations. Donc c'est vraiment ce qu'on connaît usuellement quand on rentre dans un stade. On nous passe la main dans le dos, on nous passe la main sur les jambes et sur les bras pour vérifier qu'on n'a pas d'objet particulier. On nous demande de vider nos poches, mais ils ne peuvent pas mettre les mains dans nos poches. Ils nous demandent d'ouvrir notre sac, mais ils ne peuvent pas mettre la main dans notre sac. Ils ne peuvent pas l'ouvrir eux-mêmes d'ailleurs. En revanche, la police, elle a beaucoup plus de compétences. Mais toujours, il faut que ça soit justifié et proportionné. Et ce qu'on constate, c'est qu'on est loin de situations justifiées et proportionnées. Déjà, le simple fait de considérer qu'il y a besoin de mettre des gens en caleçon ou nus pour rechercher des fumigènes, c'est à mon sens complètement disproportionné par rapport au risque que présente un fumigène dans un stade, et au fait que de toute façon, il y a entre 2500 et 3000 fumigènes qui rentrent par an en Ligue 1 ou en Ligue 2. Donc, si c'était si grave que ça... il faudrait, je pense, qu'on décrète de toute façon qu'il faut se présenter en caleçon à l'entrée du stade et se rhabiller derrière. Et puis on constate aussi que souvent quand c'est fait, c'est à des fins purement vexatoires. Ça vient de quelques membres des forces de l'ordre isolés, mais qui sont connus semaine après semaine pour être dans cette optique de provocation. Il y en a même certains, j'ai connu à Nantes, qui disait aux supporters, viens, si tu veux, on va se battre, je te prends un contre un. Enfin, vraiment, c'était vraiment pas des démarches de contrôle réglementaire et qui avaient des vocations sécuritaires. C'était vraiment de la provocation de quelques personnes dans les forces de l'ordre qui voulaient, pour des raisons bizarres, comme pour les citer, se faire des supporters. Donc, il y a malheureusement des abus, parce que tout est appréciation de proportionnalité, et il y aura toujours des policiers, des magistrats ou même l'opinion publique pour considérer que ça peut être proportionné parce qu'on a l'image de supporters violents, que de toute façon on aura toujours quand il y aura des procès, des procureurs sortir des vidéos de fight hooligan bulgares ou polonais en disant regardez, ça c'est ce qu'on veut éviter. Donc malheureusement, comme c'est un monde qui n'est pas forcément connu par des personnes qui interviennent au tribunal ou dans d'autres sphères de la police, il y a une capacité à bien contrôler ces pratiques. Concernant la garde à vue donc, de Valentin, est-ce que la police est dans son droit en faisant cela? Donc le sortir du stade, ne lui poser aucune question, rien lui dire, le traitement qu'il a eu? Alors, la police, à partir du moment où elle estime qu'il y a un cas de flagrance, elle fait son travail et elle peut interpeller. En revanche, le placement en garde à vue, normalement, il y a eu l'intervention d'un magistrat.
d'un procureur. Donc là, on peut effectivement se demander dans quelle mesure il y a eu une vraie analyse de la réalité des indices le concernant et de la gravité quand même. Ce qui m'a choqué le plus, en fait, c'est le coup des menottes, parce que les menottes, il faut vraiment que... on n'est pas dans les films américains où les menottes sont automatiques. En France, il faut vraiment que on démontre qu'il n'y avait pas d'autre solution que les menottes pour protéger les agents de police ou pour éviter une fuite ou pour protéger la personne d'elle-même. Donc, moi, ce qui m'a le plus choqué, c'est les menottes. Et après, effectivement, le fait qu'il y ait une garde à vue qui soit allée aussi loin, aussi prolongée, alors que manifestement, il suffisait de 2-3 minutes pour regarder les bandes de vidéosurveillance pour voir qu'il y avait une erreur. Ça m'interpelle, mais c'est plus les menottes et la durée de la garde à vue qui m'interpellent que l'arrestation, l'interpellation et même un début de garde à vue. C'est pas adhérent pour ce type d'infraction. Le problème, si tu veux, Pierre, c'est que là, dans son cas, en fait, ce sont les stadiers qui ont dit que lui avait allumé un fumigène. Donc, ils l'ont fait sortir du stade. La CIR l'a embarqué, il s'est retrouvé en garde à vue. Et après, l'officier de police judiciaire attendait la transmission, justement, des éléments par le club, donc photos, vidéos, qui ne sont jamais arrivés. Et au bout de 16 heures, voyant que rien n'arrivait, ils l'ont laissé ressortir. Ça, c'est effectivement un problème, parce que normalement, il y a des policiers, et même souvent, il y a un procureur au PC Sécurité, donc ils auraient dû le voir tout de suite. Ils n'auraient pas dû se fonder exclusivement sur les stadiers. Et ça ramène à un deuxième problème plus général qu'on connaît, c'est-à-dire qu'il y a énormément de plaintes ou d'accusations anonymes et fausses de stadiers, pour la simple et bonne raison que ça permet ensuite au club, quand il passe en commission de discipline, de dire regardez, nous on a fait le nécessaire, il y a eu des interpellations nominatives, nos stadiers ont donné des noms, ont directement permis aux policiers d'interpeller. Et la commission de discipline, dans ces cas-là, parce qu'elle n'est pas dans la logique de sanctionner les manquements du club, ce qu'elle devrait faire, mais dans la logique de punir les supporters indirectement à travers l'extension contre le club, elle dit s'il y a des supporters qui ont ramassé au pénal, s'il y a des supporters qui ont fait de la garde à vue, très bien, moi je m'arrête là. Et donc il y a des vraies dérives de ce côté-là, il y a une incitation des stadiers à permettre l'interpellation ou l'identification de n'importe qui, même s'il est innocent, à tel point que parfois on a vu des juridictions, je me souviens d'un cas à Brest, qui a dit j'en ai marre, toutes les semaines on se retrouve avec 3 supporters qui sont jugés, et à chaque fois on voit que le dossier est vide. On comprend bien que le club pose des plaintes nominatives au hasard systématiquement pour s'en sortir en commission de discipline. Et ça, c'est un gros problème. Il faut que la commission de discipline commence à faire sérieusement son travail, c'est-à-dire uniquement juger les carences des clubs et pas essayer de s'en prendre indirectement aux supporters. Et qu'on laisse en matière de délit la justice faire son travail. C'est ni au préfet avec des IAS détournés, ni à la commission de discipline avec des huis clos ou des incitations des stadiers à accuser ou à faire interpeller n'importe qui qu'on avancera sérieusement sur ce sujet. Que peut faire un supporter pour faire valoir ses droits ? Parce qu'avec le recul, une fois rentré, on peut contacter on va dire un avocat ou des associations spécialisées. Mais sur le moment, à l'instant T, que peut faire un supporter pour pas être embarqué pour rien, ne pas subir un traitement discriminant ? Objectivement, pas grand-chose. D'accord. Même rien. Rien, parce que s'il résiste, là, il risque de commettre vraiment un délit. S'il est respectueux aussi, il risque d'en commettre un. Malheureusement, c'est pour ça que la situation est grave. C'est qu'en fait, il n'y a pas vraiment de garde-fou. Tant que la garde à vue ne va pas au bout, ou tant qu'il n'est pas décidé de mettre fin à la garde à vue, on est complètement bloqué. Alors, du coup, nous, pour être clair, on n'est pas là pour incriminer ni le club ni les clubs en général, mais juste pour savoir, parce que les clubs en général sont tiraillés entre préfectures, métropoles qui sont propriétaires des infrastructures. Est-ce que les clubs ont quand même un mot à dire là-dedans et peuvent essayer de lutter contre ces phénomènes-là ? Ils n'ont pas d'influence sur toute l'action police-justice. En revanche, ils pourraient déjà s'assurer que quand il dépose plainte nominativement contre un supporter ou lorsqu'il identifie un supporter et donne l'identité à la police ou la justice, il soit sûr à 100% de l'identité de la personne. Et puis ça, c'est plus une appréciation personnelle qui n'est pas vraiment juridique, mais il devrait le faire seulement pour les cas qui graves, les violences, les jets de projectiles, le racisme, ce genre de comportement. Mais la pyrofestive, aller de balancer les noms de mecs qui font de la pyrofestive, pour moi, le club, il n'a aucune nécessité de le faire. Enfin, je ne parle pas du cas où la torche est utilisée comme arme ou la torche est utilisée comme projectile.
Et quand c'est de la pyro festive utilisée intelligemment, que la torche, elle est cramée sans blesser personne parce qu'elle est bien utilisée, qu'elle est gentiment posée par terre ou descendue en bas de la tribune, est-ce qu'un club va aller s'embêter à aller créer des tensions et à les dénoncer nominativement des supporters? Enfin, c'est le travail de la police, de la justice. Le club qui l'aide sur les cas graves, je veux bien. Sur de la pyro festive, je comprends pas la logique. Est-ce que selon toi aujourd'hui on va vers plus de contrôles stricts et d'événements comme on vient d'avoir les témoignages, ou est-ce que les associations de supporters vont discuter avec l'État, l'autorité? Je pense qu'il n'y a pas de règle nationale, c'est vraiment non Chaque club différent. Selon les pratiques locales, mais en plus selon les personnes. Quand il y a des changements de personnes dans une ville, on voit que les pratiques changent. Après, au niveau national, on a de toute façon depuis 93, ce qui fait maintenant 30 ans, régulièrement des textes de loi, notamment chaque fois qu'on va recevoir des compétitions sportives, et là c'est le cas avec les Jeux Olympiques, toujours des textes de loi de toute façon toujours plus répressifs, qui donnent toujours plus de moyens, puisque là on voit bien qu'ils veulent introduire maintenant des scanners comme à l'aéroport pour entrer dans les stades, dans la loi Jeux Olympiques. Ils veulent aussi prévoir des caméras avec intelligence artificielle qui identifient les risques de mouvements de foule ou de troubles. Enfin, on va toujours plus loin, soit dans l'alourdissement des dispositifs répressifs, soit dans la technologisation, je ne sais pas si ça se dit, de tous les outils dans les stades, ce qui est d'ailleurs, outre que ça n'a aucune efficacité, traduit en fait beaucoup d'incompétences, parce qu'aujourd'hui on a des caméras qui permettent de lire l'heure sur la montre d'un supporter, mais on n'est toujours pas capable d'identifier celui qui fait un cri de singe ou celui qui commet des violences. Donc je pense qu'il faudrait d'abord qu'ils se remettent en cause sur leurs propres compétences et leurs propres méthodes avant de toujours vouloir aller plus loin dans la technologie ou dans la répression. On a une question de Fred sur le Facebook Live. Comment est géré ces questions-là, donc de supporters à l'étranger? Est-ce que c'est vraiment un cas particulièrement français, ce qu'on vit là, ou c'est un peu partout pareil? Non, on n'est pas les plus mal lotis, on n'est pas non plus les mieux lotis. Ce sur quoi on est très mauvais, c'est qu'on privilégie beaucoup les mesures collectives, avec les interdictions de déplacement ou les huis clos, là où d'autres pays savent beaucoup plus identifier individuellement. Mais en revanche, sur les abus de la police, le Portugal, l'Espagne ou l'Italie, c'est beaucoup plus grave qu'en France. Mais il faut aussi avouer que les supporters là-bas ont été par le passé ou sont aujourd'hui quand même davantage impliqués dans des incidents violents, surtout en Italie, que les groupes en France. Mais c'est sûr que par rapport à d'autres pays, notamment l'Angleterre ou l'Allemagne, qui sont quand même les deux plus gros pôles d'analyse, on est quand même dans une approche où, d'une part, l'individualisation du travail de la police et de la justice est beaucoup plus poussée, et puis d'autre part, ne conçoivent ou ne légitiment la répression, la sanction, ou même les fouilles ou tout le processus de contrôle que si ils ont d'abord été au bout de la phase préalable de prévention, de dialogue. Et en France, sur cette phase-là, il y a du mieux, hein, surtout à l'échelle nationale, mais il y a beaucoup d'endroits où il n'y a pas de communication entre les forces de l'ordre, le club et les groupes de supporters pour organiser en amont les matchs. Et ça permettrait la plupart du temps d'éviter beaucoup de tensions qui, une fois qu'elles interviennent, peuvent générer des incidents. Donc oui, les solutions existent avec du dialogue, comme on en parlait avec Alex juste avant, avec des échanges entre les clubs et les différents interlocuteurs, on pourrait trouver des solutions. C'est pas un peu utopique. Exactement. Un exemple tout bête, c'est que parfois dans des stades, aux réunions de sécurité, on aurait pu se mettre d'accord sur le matériel qui va rentrer, sans être dans un inventaire à l'après-vert où on doit fliquer les supporters exagérément, mais dire par exemple on autorisera toutes les bâches ou tous les drapeaux jusqu'à telle taille ou tel type de matériel. Et puis on se retrouve parfois à l'entrée avec des policiers qui n'ont pas suivi tout ça, ou généralement il n'y a pas eu de travail en amont. Ils disent ce matériel-là il rentre là, celui-là il rentre pas. Ça crée des tensions, ça crée des troubles. Quand il n'y a qu'une moitié de banderole qui peut rentrer, ou qu'il n'y a qu'une moitié de drapeau qui peut rentrer, ou quand on a déjà vu ça, hein, le tambour peut rentrer mais pas les baguettes, parce que les baguettes c'est des projectiles. C'est tellement ridicule, mais ça crée des tensions, et ces tensions-là, quand il y a parfois trop de tensions, ça crée des situations d'injures, de violence, parfois de bousculade, et c'est là ensuite qu'il y a des dérapages.
Merci beaucoup Pierre, donc maître Pierre Barthélémy, d'avoir répondu à nos questions et pour les éclaircissements sur ces cas de figure. Avec plaisir, bonne soirée. Bonne soirée. On va passer aux sportifs quand même, parce qu'au final, on oublie, mais il y a eu un match, une qualification du TFC en demi-finale. Auxence, Ouais. tu nous fais ça rapide. Hein. Je vais essayer de faire le plus vite possible, mais ouais, une affiche savoureuse, un quart de finale bouillant contre le RAF dans un stadium à guichet fermé, donc, avec Hock dans les cages, Dessler, Costa, Nicolaisen, Soiseau en défense, Spearing, De Jager, Vandenboomen au milieu et Shaibi Dalinga à Bouklal en attaque. On attaque direct sur le film du match, allez, pas le temps de niaiser. Le TEF démarre son match comme jamais auparavant, face à des Ruthénois totalement dépassés dans tous les compartiments du jeu. Abouklal ouvre le score dès la 5e minute sur un premier cafouillage et 2 minutes plus tard, Vandenboomen limite sur une situation un peu similaire. Et là, le festival ne fait que commencer. Costa trouve Dalinga sur une magnifique ouverture. Le Hollandais va se chercher son but tel un soliste, ça fait 3-0 au bout de 10 minutes. Et alors là, le RAF coule complètement, malheureusement. Il n'y a rien devant, rien derrière non plus, le milieu est invisible. C'est très compliqué pour eux, on les voit vraiment à la peine. Pendant ce temps, côté violet, Shaibi continue le carnage avec une belle combinaison sur coup franc avec Vandenboomen à la 21e. Et puis Soiseau, qui allume la lucarne du pauvre Thomas Seki à la 38e. Mi-temps, ça fait 5-0. C'est du jamais vu. Quel régal. C'est déjà plié. Ouais, tout est dit. Hein. On doutait un peu quand même sur le mi-temps. À ce point-là. Non mais ouais, c'est quand même... on savait au vu de la composition d'équipe qu'on prenait pas ce quart de finale à la légère. Et après on l'a vu sur le terrain quand on est arrivé en 10 minutes on met 3 buts. Ouais, on a compris que ça pouvait être que la coupe était enfin prise au sérieux au TF. On s'en plaignait depuis pas mal de saisons. On voulait voir des équipes compétitives à chaque fois, puis c'est ce qu'on a vu. La deuxième mi-temps. La deuxième mi-temps, après la pause, on entre dans une phase de gestion avec plusieurs entrées. Je pense par exemple à Kamanzi, Siro, etc. Les violets grattent même un péno avec le petit penalty gate entre Abouklal et Dalinga. C'est finalement ce dernier qui le tire et qui le transforme. Ça fait 6-0 à la 51e. Ensuite, il n'y a plus grand chose à redire. Le TFC mène tranquillement. Seki multiplie les parades quand même face à pour une première, un gros match. Dalinga, Shaibi, qui évite quand même une addition encore plus salée. Rodez sauvera malgré tout l'honneur grâce au bel enroulé de Willity Younoussa en fin de match. Mais le billet pour les demi est d'ores et déjà composté. Ça fait 6-1 score final. Quel scénario? Le TEF est à 90 minutes du Stade de France. Malheureux, pourquoi tu dis ça? Il va le porter à la poisse. Alex, t'en as pensé quoi, toi, du coup, de vraiment à l'intérieur de ce match? Déjà de l'ambiance aussi. L'ambiance c'était un peu chiant, quoi. Je me suis retrouvé un peu comme un con à la 10e minute sur mon perchoir, avec tout le monde qui savait que le match était plié. Bon, on aurait pu arrêter là, c'était la même chose, quoi. Non, c'est bien, c'est cool de voir l'équipe appliquer autant de sérieux sur un match face à une Ligue 2. On voit qu'ils ont conscience de l'enjeu quand même d'un quart de finale. On espère évidemment qu'ils mettront les mêmes ingrédients contre Annecy pour nous offrir ce dont on rêve tous. Sur la petite question sur la communion de fin de match quand les joueurs sont venus, ça avait l'air un peu compliqué. Il y avait beaucoup de photographes, de stadiers. Ça avait l'air compliqué de pouvoir. Oui, toujours. Il y a souvent dans des moments comme ça, il y a des gens qui aiment bien se mettre entre les supporters et les joueurs, alors que là c'est notre moment. Donc ça a un peu pesté. C'est comme ça. Auxence, sur ce match, t'es top, t'es flop? Moi je voulais juste pardon, je voulais dire quand même un petit mot sur les Ruthénois qui étaient quand même arrivés en nombre, qui ont pris les pauvres malheureusement une clim très rapide, mais qui ont joué le jeu. Ils ont quand même suivi les Ola lancés, ils ont été très respectueux, donc si. Et puis les Ola, alors il y en a quelques-unes effectivement qui se sont arrêtées, mais il y en a 2 ou 3 quand même qui ont fait plusieurs fois le tour du stade. Donc. On voit que c'est possible d'organiser un déplacement de plusieurs milliers de supporters en France. Oui. Ça s'est bien passé, il n'y a pas eu d'incident, il n'y a rien eu, c'était pas normal. Si, il y a eu des incidents, la police. Non, mais je veux dire, entre Ruthénois et Toulousains. Bien sûr. Mais bon, il faut quand même souligner que les seuls incidents, ça a été le déploiement des forces de l'ordre en surnombre par rapport au match, à la rivalité et à l'enjeu. Encore une fois, malheureusement. T'es top des flops pour terminer ce match? Il y en a forcément un petit paquet. En top, j'ai mis Dalinga, Abouklal, Soiseau, De Jager, Vandenboomen. Oui, la moitié de l'équipe. Et en flop? En flop, j'ai été un peu déçu par Vincent Siro et Birmancevic. Nathan, d'accord avec... Dans l'ensemble, après difficile de sortir des flops, mais le match était déjà plié. Mais c'est vrai que les entrants, on les a moins vus.
ils ont moins été mis en évidence, mais non, mais sur les flops, je suis assez d'accord. C'est vraiment une équipe qui a pris le match au sérieux. Puis, Est-ce que c'est pas une consigne aussi de Montagnier en disant les gars, faisez pas les cons et levez le pied et allez pas vous blesser alors que le match est plié, qu'on est en demi. Moi, dans les tops, j'ai envie de souligner l'ouverture de Costa pour Dalinga. Costa, il a une qualité de passe longue, c'est pas la première fois, qui est vraiment ultra intéressante. Il est très propre sur ces matchs qu'il a joué en coupe. C'est dommage en fait de le pas voir. C'est vrai que je l'ai pas mis, on pourrait. Peut-être plus à la rotation en championnat. Je te parle pas d'être titulaire, mais de pouvoir faire des rentrées en jeu, pourquoi pas aussi. Parce qu'il est quand même hyper voilà. Il a totalement la capacité de venir concurrencer Rouault, et pour moi, entre les deux, sur la forme du moment, sur les derniers matchs de Rouault et ceux de Costa, je pense que Montagnier se pose des questions sur quoi faire, quoi. Après, on dit niveau adversité face à Rodez, mais il avait quand même senti un gros match aussi contre Reims, qui était quand même une équipe hyper solide depuis pas mal de temps. C'est une équipe en plus, non c'est ça, tout à fait. Donc c'est une belle. On peut envisager de le voir. On espère belle progression. Plus souvent, belle progression depuis pas mal de temps. On sait surtout que normalement, sauf cas particulier, Anthony Rouault est parti pour quitter le club à l'intersaison. C'est ce qui était prévu normalement. Tu sais déjà que derrière, tu as quelqu'un qui est capable de tenir la baraque et d'avoir le niveau. C'est quand même super rassurant, plutôt que de se dire qu'est-ce qu'on va faire, quel panic buy on va devoir faire pour compenser l'équipe l'année prochaine, quoi. Allez, le résultat est là, donc qualification et match contre Annecy, donc ça sera le jeudi 6 avril à 20h45, donc quand c'est pas l'horaire qui est à la con, c'est le jour. J'ai vu sur les réseaux, donc Alex, tu as eu un flot de questions sur le déplacement, sur la billetterie. Et déjà, est-ce que sur un point de vue logistique, vous êtes déjà prêt, ou il vous reste encore des éléments à voir, que ce soit avec le club adverse? On est en train de se mettre en ordre de bataille pour faire un gros déplacement. Pour l'instant, la seule vraie info qu'on a, c'est que le parkage fait 760 places. Donc, il y aura des déçus. Oui. Vu la demande, il n'y aura pas de la place pour tout le monde. On ne sait pas, nous, encore, combien de places seront réservées à chaque groupe de supporters. Mais je pense que peu importe le nombre, ça va être compliqué pour nous d'organiser un déplacement grand public en dehors de nos membres, déjà. Oui, parce que du coup, c'est beaucoup d'éléments qui font que c'est plus dur à organiser entre le nombre réduit puis l'engouement aussi. Voilà, donc en dehors des membres du groupe, je pense que ça sera compliqué d'amener du monde, en tout cas pour nous. Et du coup, c'est aussi une difficulté supplémentaire d'organiser ce déplacement-là, sachant que vous en avez déjà un entre-temps avec Angers. Ouais, après Angers, c'est pas le compliqué à organiser. Il y a Brest aussi, mais c'est surtout qu'il y a Montpellier aussi 3 jours après. Donc c'est 2 gros déplacements qui vont s'enchaîner, mais bon, on fait avec, et on va essayer de faire du mieux possible pour être le plus nombreux et pour soutenir l'équipe, pour les pousser. Ça va être ça le plus important, ceux qui iront à Annecy, ça va être de vraiment jouer notre rôle à fond et de pousser l'équipe. Content comme du tirage ? Oui, après choisir. Peu importe, on a évité d'aller à Lyon ou à Nantes à l'extérieur. Après, si on aurait pu prendre au stadium, ça aurait été sympa aussi de pouvoir se refaire un guichet fermé. Maintenant, on prend une Ligue 2. On a déjà vécu 2009, Guingamp au stadium, on l'a toujours ici, là. Toujours. Donc maintenant, allons à Annecy, soyons sérieux, poussons l'équipe à fond, mais rien n'est gagné. Je disais avec Yves en off, je suis presque plus rassuré de les prendre à l'extérieur, Annecy, qu'à la maison. Je sais pas, ça aurait pu être un peu je sais pas. Ça donne un petit peu moins de pression, je trouve, de le jouer à l'extérieur, ce match-là. Peut-être plus de sérieux à le jouer. Ouais, plus de sérieux. Joueurs, peut-être. Après, quand tu as un stadium entier qui est à ta cause. Ouais, mais parce que. On reste sur Guingamp et Marseille, toujours difficile à gérer ces 2 demi-finales. C'était trop loin pour moi, je peux pas vous dire. Ah oui, tu passais trop jeune. Tu rentrais à l'école maternelle, c'est ça, il y a un petit moment. Valentin, toi, content du tirage ? Ouais, après on verra ce que ça donne, mais on va pousser pour, mais très content, ouais.